On va terminer cette cinquième édition de cette nuit du trading ensemble avec un retour aux considérations assez immédiates en termes de conjoncture économique, en termes d'analyse de marché également, avec un duo qui va me rejoindre sur scène, Alexandre Baradez et Christophe Barrault, qui sont juste là au pied de l'escalier et qui vont pouvoir monter sur scène. Pour conclure cette nuit du trading, bonsoir, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, que vous connaissez tous évidemment, et Christophe Barrault, que vous connaissez sans doute également, économiste, chef économiste de Market Securities, un des économistes multimédaillés chaque trimestre par Bloomberg pour la pertinence et la fiabilité de ses prévisions économiques. Messieurs, ne perdons pas de temps. Commençons peut-être avec quelques éléments macro et puis Alexandre, tu viendras effectivement apporter quelques éléments d'analyse de marché en complément. La petite zapette et Christophe, le message principal de ton propos ce soir, c'est que la normalisation de la croissance, ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait tout à l'heure autour des politiques monétaires, mais la normalisation de la croissance va sans doute aller beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Ouais, donc l'idée générale de la présentation, c'est le mot normalisation. Donc normalisation de la croissance d'une part et normalisation de la politique monétaire d'autre part. Donc je vais directement attaquer dans le dur. Donc pour recontextualiser un petit peu là où on en est aujourd'hui en termes de niveau de croissance, donc on est sur une année de rebond économique extrêmement marqué, puisqu'on aura une croissance, si on se tient à la mesure de l'IMF, aux alentours des 6%, mais qui sera inférieure à 6%. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle après une contraction sans précédent l'année passée. Je dirais ça, c'est le bon point. Maintenant, il y a quelques bémols. Le premier, c'est que le meilleur est vraisemblablement derrière nous, puisqu'on aura un pic de croissance mondiale au moment du T3. Et maintenant, on rentre dans cette phase de normalisation. Donc cette normalisation, elle intervient certes au T4, mais il y a deux zones géographiques qui ont connu un ralentissement extrêmement marqué. Donc les États-Unis au T3 et la Chine également. Donc quelques petits éléments sur la Chine, parce que on peut imaginer que la croissance va rester extrêmement contenue dans les 2-3 prochains trimestres pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que vous avez une politique toujours en termes politique sanitaire qui est contraignante, avec une tolérance relativement limitée par rapport au cas de Covid. Donc ça amène à tout un tas de mesures de restriction. Donc on l'a vu par exemple au troisième trimestre, et vous l'avez en fait avec ce graphique qui est le nombre d'avions en circulation qui s'est effondré au mois d'août, qui a rebondi légèrement au mois de septembre, mais qui reste toujours en deçà des niveaux de l'année passée, donc 2020. Vous retrouvez cette problématique aussi dans le secteur, donc tout ce qui est hospitalité et hôtellerie, avec des taux d'occupation qui étaient en nette baisse au mois d'août, qui sont remontés en septembre, qui sont aussi en deçà de ce qu'on a pu connaître au début, fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Ça, c'est une situation qui va vraisemblablement perdurer parce que la Chine va garder cette politique-là au moins jusqu'aux Jeux Olympiques qui se tiendront en février 2022. Donc, première problématique. La deuxième, qui est un peu plus d'actualité, donc qui va toucher tout ce qui est secteur de l'énergie. Donc, la Chine doit être capable d'assurer les besoins énergétiques d'un côté. Donc, ça veut dire accroître significativement la production de charbon. Le problème, c'est que dans le même temps, elle a mis tout un tas d'objectifs sur le plan environnemental qui sont contraires. Et donc, d'autre part, elle doit donc limiter la consommation d'énergie, donc pour les ménages, pour les entreprises, et limiter l'activité dans les industries polluantes, notamment l'acier. Donc, vous avez sur le graphique qui est à droite, l'acier étant responsable de 15% des émissions à effet de serre donc, en Chine. Donc, une grosse pression. On l'a vu sur les chiffres qui ont été publiés lundi, donc qui montraient donc croissance chinoise quasiment à l'arrêt, donc on était à 0,2% en rythme trimestriel, et tout ce qui est production d'acier septembre, on a une baisse quasiment de plus de 20% sur ce mois donc de septembre. Autre problématique, l'immobilier. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des défauts des promoteurs au milieu. Je te le laisserai par la suite. Ça va recoter jeudi, j'ai vu Evergrande. On va en parler. Mais dans les faits, voilà, il faut surtout mettre l'accent sur le contexte macroéconomique qui n'est pas récent, puisque les autorités chinoises ont décidé d'appliquer des mesures à partir du mois d'août dernier, les ont intensifiées au deuxième trimestre, au moment où vous avez une accélération des prix immobiliers.
Le problème, c'est que ces mesures ont perduré au T3, au même moment où vous avez eu tout un tas de confinements localisés, ce qui a entraîné une chute des ventes immobilières. Et même en septembre, une chute des prix, on l'a vu avec les données publiées aujourd'hui, donc c'était la première chute des prix depuis quasiment 6 ans en rythme mensuel. Et si on regarde un petit peu des données à haute fréquence, comme j'ai mis ici, vous pouvez voir que sur le mois d'octobre, on avait encore des niveaux de vente, donc pour les 4 plus grandes villes en Chine sur le 9, qui sont en baisse de quasiment 30% en rythme annuel. Donc l'immobilier restera vraisemblablement un facteur négatif sur la croissance chinoise à très court terme. Et dernier petit point sur la Chine, sur ces pressions baissières, c'est tout ce qui a trait aux matières premières et aux coûts extrêmement élevés auxquels font face les producteurs et l'incapacité pour les petites et moyennes entreprises à répercuter ces hausses de prix sur le consommateur. Donc voilà, cet indicateur, c'est le mix entre PPI et CPI, l'écart entre les deux. Vous pouvez voir que c'est l'écart le plus important depuis 1993. Donc c'est généralement un bon proxy pour la marge des petites et moyennes entreprises. Et dans le même temps, si on regarde ce qui se passe sur les grosses, elles font face à un cadre réglementaire compliqué. C'est pour ça qu'on s'attend, voilà, en résumé, une croissance chinoise qui restera contenue à court terme et avec des risques orientés à la baisse au moins jusqu'au T1 2022. Bon, et juste pour être concret, Christophe, globalement, c'est quoi ta prévision sur la croissance chinoise là si on n'a pas encore vu le plancher, peut-être le point bas en termes de perte de vitesse? Alors clairement, il y aura encore des révisions à la baisse et on sera sous le seuil des 8% pour 2021, mais sachant que l'année est plutôt bien... voilà. Oui, bien engagé, oui, déjà. Bien engagé, ouais. Que dans les faits, le consensus attendait plutôt 9% début d'année, donc belle révision. Et pour l'année prochaine, on va plutôt se normaliser aux alentours de 5%. D'accord. S'il n'y a pas de couac. Et s'il y a un choc négatif ou des nouveaux Covid, ça pourrait être encore moins que ça. Donc ça témoigne de cette normalisation 2021 et 2022. Bon, Alexandre, sur la partie marché, qu'est-ce qui t'intéresse quand on parle de la Chine ? D'abord, on s'intéresse à ce qui a le plus baissé. C'est-à-dire ce qui a vraiment fait l'actu ces derniers mois, c'est l'effondrement en raison du tour de vis réglementaire de Pékin, finalement des bijoux de la tech chinoise, on peut parler comme ça, tout ce qui est Alibaba, Tencent ou autre, un vrai coup de chiffon, mais très brutal. Et donc toutes les cotations de ces groupes, notamment à l'étranger, qu'on peut suivre via des indices comme le Nasdaq, China Golden Dragon, c'est vraiment la crème de la tech chinoise sur un indice coté à l'étranger. Et vous voyez la baisse fulgurante, enfin pas tellement fulgurante, c'est un vrai crack parce que vous perdez plus de 50%. Ça c'est quand même fait, vous voyez, sur plusieurs mois. C'est pas en 3-4 jours, même s'il y a eu des phases très accélérantes. C'est un processus qui avait déjà commencé au premier semestre, au premier trimestre 2021, et cet indice a lâché 53%. C'est comme si demain, vous voyez le Nasdaq 100 lâcher 53%, vous vous dites, bon, si vous n'étiez pas pris dans la baisse et que vous aviez du cash, ce serait le moment de mettre quelques billes sur du moyen terme. Et très probablement pour ces indices-là, c'est le cas. On voit qu'il y a des grosses boîtes américaines type BlackRock qui publiquement disent voilà, il y a des opportunités à saisir sur ces phases-là. Et en plus, pour ne rien gâcher au plaisir, vous avez des réactions sur des niveaux techniques, des choses très simples. Hein, vous voyez des sommets, vous prenez 2018, 2020, vous voyez que le marché, une fois, deux fois, commence à rebondir dessus. Ça, c'est des signaux qui sont plutôt intéressants. Un test, il faut se méfier un peu. 2 tests, ça commence déjà à devenir intéressant, et surtout qu'on voit qu'il y a des niveaux beaucoup plus importants qui sont juste en dessous. Donc même si on tombait encore un peu sur une mauvaise surprise, normalement on est quand même sur des niveaux à moins 60 où ça devient quand même de bonnes affaires. Donc je pense que le but de la Chine derrière, c'est effectivement d'avoir voulu afficher de manière très publique le côté retour au social fort. Hein. On va taper sur les gros acteurs, les très riches, on veut faire passer le message de redistribution. Donc on tape sur les très gros. On ne tape pas par contre sur tout le tissu, les PME ou autres. Ça, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là, où c'est vraiment les gros groupes cotés qui ont subi des coups de pression. Clairement des opportunités, moi je pense, sur ces niveaux-là, sans aucun problème. Et sur des indices de valeurs plus diversifiées, des valeurs chinoises qui sont cotées à Hong Kong, donc via le Hang Seng, là aussi, vous voyez qu'on est sur des débaisses qui ont dépassé les 30%, des niveaux techniques qui sont aussi intéressants. Donc, je pense qu'on a vraiment des opportunités là sur la partie chinoise pour un investisseur de moyen terme qui se font sur ces niveaux-là. Et c'est vrai qu'on voit une divergence massive entre ce qu'on voit sur la partie chinoise. Il n'y a pas eu de contagion du risque, ou très très faible sur la partie européenne ou américaine, notamment sur la partie la plus sensible qui est le high yield en fait. Hein. Là, le risque qu'on a sur avec Evergrande dont on a commencé à parler, c'est qu'on voit les rendements des entreprises chinoises, le rendement de la dette des entreprises chinoises
qu'on mesure donc sur le high yield, on est sur des niveaux de taux qui ont dépassé les 15-20%. On n'est pas ça sur les marchés européens ni sur les marchés américains. On a juste vu que sur le high yield américain, la valeur des obligations avait un petit peu baissé, mais on ne parle pas du tout de contagion à ce stade. La valeur du high yield américain, les obligations ont un peu baissé, en même temps que le S&P a baissé, mais on ne peut pas parler de choc ou de stress majeur. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques en Chine, mais je pense qu'ils sont quand même déjà intégrés dans les cours en fait, qu'on voit là. Par contre, le risque qu'on a à court terme et qui rejoint d'autres problématiques, c'est la question du prix de l'énergie. Christophe en a déjà parlé. Un graphique qui est absolument scotchant, c'est celui du prix du charbon en Chine. Vous voyez, le prix du charbon qui a complètement flambé. Alors ça, c'est une capture d'écran qui date de 48 heures. Ça a un poil baissé. Ouais, Voilà, depuis un jour et demi, ça reflue un peu. Alors, pourquoi on regarde? Pourquoi ça a un peu baissé? Parce qu'on voit bien que pour les marchés, quasiment tout repose là-dessus en fait. Le stress qu'on a vu apparaître sur les 3-4 dernières semaines, il est apparu avec les taux US qui montent, parce que l'énergie monte et parce que les banquiers centraux ont un message un peu plus faucon. Donc il y a quand même une bonne partie du stress sur la hausse des taux qui est un peu toxique. La hausse de taux, elle peut être bonne et accompagner une perspective de croissance qui va être saine à moyen terme, mais à court terme, il y a l'aspect un peu toxique des matières premières qui est venu polluer cette remontée des taux qu'on a eu sur le souverain, et c'est ça que les marchés actions Europe et US n'ont pas aimé. Donc pourquoi on regarde tous ces items de prix sur l'énergie? Parce que dès que ça va commencer à rebaisser un peu sur le pétrole, sur le gaz ou sur le charbon, c'est déjà le début, on va dire tout début du processus, mais d'une stabilisation du prix de l'énergie et donc normalement d'un stress qui commencera à s'évacuer un petit peu sur les marchés. Ils ne sont pas très stressés, le VIX qui est retombé. Non. Et globalement, on arrive sur des gros objectifs là, sur les principaux compartiments énergétiques. C'est la progression sectorielle, c'est la plus importante. Vous regardez sur le dernier mois, même presque les 2 derniers mois, c'est l'énergie qui a tout superformé. Et c'est marrant de voir comme là, on voit bien la réaction des marchés, c'est-à-dire que là, le secteur énergie se redresse. En face, ce qui baisse le plus, c'est la partie tech, la partie technologique notamment, sous l'effet des taux. En fait, les taux qui se redressent, on le verra un peu après, l'effet des taux réels qui remonte un petit peu. Le spectre, c'est secteur le plus performant à l'énergie, secteur le plus sous-performant, c'est la tech. Et au milieu de ça, vous avez toute la partie corps, tourisme, loisirs, auto, qui est plutôt flat et qui continue de consolider. Bon, et Evergrande Evergrande, oui, on va. Du coup, je sais pas. Ouais, alors, Evergrande, c'est réglé ou pas? Ouais, c'est l'off. Le défaut est là, ou il va être là cette semaine. Il y a déjà un groupe qui a été mis en défaut sélectif par Standard & Poor's, Cynic Holdings, donc c'était aujourd'hui. Et très probablement, donc, il y a eu des non-remboursements qui ont été, des absences de remboursement qui ont été faits sur la dette offshore de Evergrande, donc très probablement défaut aussi sélectif qui va être prononcé d'ici ce week-end. Le marché, pour l'instant, en tout cas en Europe, aux États-Unis, ce qu'on dit sur le high yield, l'encaisse plutôt bien, il n'y a pas de contagion. Le risque, et ça rejoint ce que disait Christophe, c'est le risque de la pression économique, en fait, c'est moins le risque financier au niveau mondial et le risque systémique, ça qui semble plutôt maîtrisé, il n'y a pas trop de risque, c'est plutôt le risque pour les acteurs intérieurs, en fait. Il y a 150 milliards de dettes d'Evergrande qui est par rapport à des fournisseurs chinois, de fournisseurs de béton, d'acier ou autres, et le risque va plutôt être là. C'est ça que la Chine va devoir piloter, c'est comment, une fois qu'il y a ce défaut, on pilote la vente par petits bouts de certaines activités d'Evergrande, et puis comment on fait en sorte que les fournisseurs en amont, ceux qui doivent être remboursés, ne mettent pas la tête sous l'eau et entraînant de fait un effet un peu domino. Donc le risque est plutôt là, je pense, sur les acteurs domestiques. Bon, Christophe, tu disais alors effectivement risque encore élevé sur la croissance chinoise au moins jusqu'au premier trimestre 2022. Et alors l'autre point que tu soulignais tout de suite en introduction, c'est aussi le net ralentissement de la croissance américaine qu'on n'avait pas peut-être vu venir dans cette ampleur. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que va être publié le PIB T3 américain dans les prochains jours, là, avant début novembre, la semaine prochaine. Je pense qu'on va être surpris. On est clairement sur une grosse phase de ralentissement, donc beaucoup plus marquée qu'attendu. Vous aviez par exemple le PIB de la Fed d'Atlanta, donc qui est un PIB en ocas qui est fourni de manière régulière, et il est tombé dans l'estimation à 0,5% pour le T3 en annualisé. Donc c'est quand même venant de 6% estimé il y a 2 mois. Hein. Venant de 6%, peu plus même de 6%. Oui, c'est ça, 6-7%, c'est ce qu'on attendait il y a 2 mois pour la croissance américaine annualisée au 3e trimestre. Ouais. Et là, les indicateurs temps réel nous disent qu'on sera plus proche 0 plus quoi. Du 0 ou du, on va dire, voilà, le range 0-2%, parce que voilà, il reste encore tout un tas d'indicateurs qui peuvent tomber. Mais dans les faits, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un énorme ralentissement au T3.
donc qui s'explique par plusieurs phénomènes. Le premier, c'est les anticipations d'inflation qui sont remontées très fortement et qui ont, l'air de rien, touché un peu le comportement des ménages. Donc, je vous ai mis le graphique sur la gauche qui est la perception en fait, des conditions pour acheter un véhicule ou un logement, donc qui sont très dégradées, qui sont les pires depuis des décennies. Et à droite, vous avez donc les anticipations d'inflation. C'est une série fournie par la Banque de New York, qui est certes restreinte, mais qui vous donne une idée de la trajectoire que cela prend aujourd'hui. Donc voilà, une perspective d'inflation sur le consommateur qui le force un peu à continuer d'épargner, alors qu'on s'attendait à ce que l'épargne soit déversée dans l'économie dès le T3, donc ça n'a pas du tout été le cas. L'autre paramètre, c'est quand même un point important, c'est qu'il y a une moins bonne maîtrise des cas de Covid aux États-Unis, avec beaucoup plus d'hospitalisation. Donc ça, c'était sur la partie juillet, août, septembre, qui ont aussi impacté l'activité. Vous avez eu des phénomènes aussi transitoires comme l'ouragan Ida qui a touché les États-Unis fin août, début septembre. Ça s'est traduit sur les chiffres d'ailleurs de septembre de la production industrielle. Donc un T3 qui marque un ralentissement beaucoup plus marqué. La bonne nouvelle, c'est quand même pour les États-Unis que ces phénomènes-là, vous en avez une partie qui sont transitoires. Déjà sur la situation sanitaire, vous avez une amélioration assez nette avec un pic donc, de la dernière vague atteint septembre. Donc on va vraisemblablement vers une normalisation. Sur l'ouragan, on aura l'effet inverse, à savoir la normalisation plus la reconstruction à partir du T4, donc plutôt un point aussi favorable. Et après, sur la considération de l'inflation, je pense que les ménages passeront outre au moment de Thanksgiving et de Noël. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser un peu sans compter. Le vrai risque maintenant... Là, ils ont été épargnants nets. C'est-à-dire qu'ils ont, oui, en termes de flux, ils ont plus épargné chaque mois que ce qu'ils n'ont dépensé. En tout cas, c'était ce qui s'est passé ces derniers mois et ces derniers trimestres. Exactement. Et si on compare en fait à février 2020, donc qui est un peu le seuil de référence, l'épargne dite de précaution, donc en juillet, elle avait encore augmenté alors qu'on s'attendait à ce que ça se normalise. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez une épargne encore qui est excédentaire depuis le Covid, qui est estimée à plus de 2 trillions de dollars, donc qui pourrait revenir à terme dans l'économie. Donc dans l'idée, voilà, ça reviendra peut-être au T4 avec le fête de Thanksgiving et de Noël. La difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Donc pour le T1 2022, donc vraisemblablement, on risque d'avoir la gueule de bois après le Nouvel An. Après les fêtes. Les ménages seront confrontés aussi à des prix de l'énergie qui vont flamber ou qui resteront extrêmement élevés au T1. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous allez avoir aussi une situation fiscale relativement incertaine. Et on sait que le stimulus, donc l'impulsion fiscale sera négative à partir de... c'est déjà le cas actuellement, mais ça va se renforcer à partir de début d'année prochaine. Alors on aura peut-être un accord sur un plan budgétaire, mais il ne faut pas s'attendre à un stimulus immédiat, même si j'aurais tendance à pas exclure un nouveau chèque aux ménages, peut-être à la fin du T1 ou au début du T2, si les prix de l'énergie... Oui, c'est ça, un chèque énergie à l'américaine, quoi. Exactement, ouais. Mais plus centré sur peut-être les ménages, donc les 3 premiers déciles, donc ceux qui ont un revenu le plus faible. Bon, on en vient au sujet logistique. Oui. Là, tout le monde est concerné. Hein, oui, donc, et visiblement, les tensions continuent de s'aggraver. Oui, alors ça dépend des ports en fait. Hein. C'est vrai qu'on voit, je trouve ça très bien fait, parce que c'est très visuel, sans mettre trop de chiffres. En gros, plus le point est jaune, plus le niveau de congestion du port est élevé. C'est-à-dire plus vous avez de containers qui attendent soit d'être déchargés, soit parfois même de pouvoir partir et d'être remplis avant de partir. Et plus c'est bleu, plus le trafic est fluide. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure du gros risque, qui est le risque énergie court terme. Deuxième gros risque, c'est la partie dans laquelle on est déjà, le risque logistique, parce que ça alimente, ça entretient les questions de dose des prix. Tout le monde veut les mêmes produits au même moment. Et donc, à un moment donné, quand il y a moins de produits disponibles, les prix grimpent. Donc ça participe aussi un peu à la pression inflationniste, sachant que en plus de la pénurie de composants, vous avez le prix du transport maritime, on le verra un petit peu après, qui est revenu sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis une bonne décennie. On a connu plus cher par contre, hein. Il ne faut pas se dire qu'on est sur des niveaux stratosphériques sur le prix du transport maritime. On avait connu plus cher au moment de la crise des subprimes un petit peu avant, c'est retombé largement ensuite pendant plusieurs années, et là on est remonté sur des niveaux qu'on n'est pas vus de mémoire depuis une dizaine d'années. Mais tout ceci s'additionne et effectivement, on voit les principaux ports de la planète et on voit qu'effectivement c'est toujours très congestionné en Asie et ensuite côté US où l'administration américaine a dû dire voilà, maintenant les gars vous allez bosser 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 parce que c'est pas possible, il faut que les marchandises soient délivrées, quittent les containers et alimentent les magasins. Alors
il y a peut-être un petit espoir effectivement à court terme. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure il faut essayer de saisir l'inflexion en fait. C'est toujours dur de dire au bout d'1 ou 2 jours de variation, ça y est, le sommet est là. Mais pour des marchés on voit bien qu'ils sont à surveiller. Ils sont vraiment sur une ligne de crête, les marchés. On voit bien, ils pourraient lâcher 4, 5, 6% de plus sur ce genre d'inquiétude. Ce ne serait pas illogique par rapport aux questions qu'on se pose sur les marges du T4 ou autres. On pourrait lâcher 4, 5, 6% sans problème. Et à la fois, on voit que comme ce sont tous ces éléments-là, ces items de prix du transport maritime, prix du gaz, on voit qu'en fait, le marché qui est toujours dans une logique d'anticipation, s'il commence à voir que le Baltic Dry Index, donc l'indice du prix du transport maritime, commence à baisser, la question c'est est-ce qu'il va décider de sanctionner à court terme ce qu'il voit, c'est-à-dire qui n'est pas terrible, ou va-t-il faire comme pendant la crise Covid, en fait, se projeter 3, 4 trimestres ensuite en disant je m'assois sur le risque court terme, j'accepte de payer plus cher, donc j'accepte d'avoir des multiples de valorisation plus élevés, sachant que derrière, ça va se normaliser avec 2-3 trimestres de bénéfices qui vont arriver. Et c'est ça la question du moment en fait. C'est est-ce qu'on sanctionne court terme et on lâche un peu sur les indices européens? Si ça devait arriver, je ne pense pas qu'il y ait de drame pour autant. Je pense que c'est des ordres de grandeur de peut-être 5 à 7% de plus par rapport au niveau actuel si on devait baisser. Et l'hypothèse la plus optimiste, c'est qu'on est déjà en train de former le bottom et qu'on repart tout de suite. Donc ça va dépendre de la réaction des marchés par rapport à ce qu'ils voient. Si le charbon baisse encore, si le Baltic Dry qui baisse déjà depuis 8-10 jours continue de baisser, et si le pétrole cesse de monter et commence à refluer un peu sous les $80 pour le WTI et le Brent pareil 80, normalement c'est là que les marchés, on verra s'ils doivent commencer à repartir. S'ils ne repartent pas, c'est qu'à ce moment ils seront peut-être plus axés sur les problématiques court terme, marge des entreprises et résultats. Bah oui, le moment de vérité il est maintenant, c'est les publications des résultats d'entreprises. Alors on a le début de la saison, mais ça va être intéressant de voir les réactions de marché par rapport aux déceptions ou aux surprises positives. Oui. Ce qu'on devrait voir dans ces publications, on commence déjà à le voir, c'est que la question Covid a quand même été en bonne partie, j'ai pas évacué complètement, mais c'était quand même le gros thème dans les calls d'après résultats, le Covid. Là, les thèmes c'est pénurie, logistique, enfin les thèmes classiques. Et quelque chose qui apparaît de manière visible, vous voyez, sur le risque pour les marges des entreprises, Christophe a montré déjà tout à l'heure sur la partie Chine. Là, on regarde pour la partie américaine. Vous voyez les prix à la production, donc c'est la courbe en jaune, c'est la variation donc annualisée des prix à la production. Et la courbe en bleu, c'est la partie des prix à la consommation. Donc en gros, si vos prix production, vos input costs accélèrent trop rapidement et que vos prix à la consommation, c'est-à-dire que votre capacité à répercuter ces hausses sur vos prix de vente ne suit pas, vous avez un effet compressif sur les marges. Donc tout va dépendre du pricing power des boîtes en fait. Est-ce qu'on va réussir à répercuter ces hausses-là, sachant aussi que les salaires viennent jouer un rôle là-dedans parce que, on l'a vu tout à l'heure, j'ai écouté le débat avec Florence Barjou et on parlait effectivement des bas salaires qui ont progressé, mais les couches supérieures aussi vont dire et pourquoi pas nous finalement. Donc c'est des questions de pouvoir d'achat classique qu'on retrouvera dans toutes les zones économiques de la planète. Ça, ce genre de courbe qui s'écarte comme ça et qui diverge, c'est pas génial parce que ça veut dire pression normalement sur les marges des entreprises, donc pression sur le résultat peut-être de 1 ou 2 trimestres des entreprises. Bon, et concrètement, on est où en matière d'inflation à travers les anticipations d'inflation de marché Alors ça, c'est Alexandre. Il faut dire que s'il y a un truc que les banques centrales regardent, elles regardent beaucoup de choses, mais elles regardent beaucoup ça. Ça, ce sont les anticipations d'inflation à moyen terme. C'est-à-dire que c'est les courbes qui sont censées lire au travers du bruit, justement, des problématiques qu'on peut avoir sur quelques mois. C'est comment le marché perçoit le niveau d'inflation sur 5 ans, dans 5 ans. Aux États-Unis, depuis maintenant 12 mois, on est au-dessus de 2%. C'est-à-dire que la mission de la Fed, c'est de faire en sorte qu'on reste arrimé à cette zone des 2%. On peut la dépasser quelque temps, mais on doit rester arrimé. Si on commence à s'envoler vers les 3%, ça veut dire que le marché, que la Fed est en train de perdre un peu sa communication en fait, avec le marché. Et là, on a un risque effectivement qu'elles doivent faire un tour de vis plus rapidement que prévu. Pour la zone euro, vous voyez qu'on commence à flirter avec les 2%. On n'y est pas encore, donc il y a encore un petit peu de marge. Mais c'est effectivement plutôt sur la partie US, je trouve, qu'il y a ce risque effectivement d'avoir une communication qui va devoir accélérer un peu du côté des banquiers centraux, parce que pour l'instant, les indices de prix ne se tassent toujours pas. Christophe, juste un mot là-dessus. On est au bord d'un risque de dérapage des anticipations d'inflation, de perdre l'ancrage des anticipations d'inflation. J'y reviendrai parce que j'ai 2 graphiques là-dessus, mais bon. Dans l'idée, on se rapproche de ça et on se rapproche d'une prise de conscience sur tout un tas de facteurs sur l'inflation. Ouais, donc zone de danger, quoi, ou zone d'alerte. Aux États-Unis. Ouais. Mais j'y reviendrai sur la fin. Et c'est vrai qu'on voit le lien, je vais faire très vite, mais le lien
assez évident entre l'inflation et les matières premières. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de la nécessité de surveiller tous les jours ce que font les matières premières, parce que les indices globaux de matières premières, alors qui incluent tout, l'énergie, les métaux, les matières premières agricoles, on voit très bien, alors c'est lié aussi à la reprise de la dynamique mondiale, mais on voit très bien que les anticipations d'inflation sont assez réactives par rapport à ces matières premières, et donc toutes les questions de taux, etc., de vision du marché obligataire de la part du marché action passent en grande partie aussi par la question des matières premières. Puis je m'arrête là-dessus très vite. Le pétrole, en gros, l'emballement, c'est maintenant ou jamais. Voilà. C'est que si on doit avoir ce choc un peu stress toxique obligataire, donc des taux qui remontent, des taux qui subissent en fait la hausse des prix, le pétrole a franchi des niveaux, vous voyez, forts, des niveaux à $77, des supports de 2011-2012, des résistances 2008. Encore une fois, qu'on aime ou pas l'analyse technique, il y a des niveaux qui sont là, et des niveaux qui marquent des points d'appui ou des points de résistance. Quand vous passez ça, ça veut dire que vous commencez à lorgner sur ce qu'il y avait plusieurs années en arrière et vous dites le niveau suivant, il est où? Le niveau suivant, si ça accélère, c'est proche des $100. Donc, il me semble, encore une fois, ce qu'on disait, c'est que les risques, c'est maintenant. Je pense que si le marché doit connaître une phase là, de stress à la fin de l'année, ça va être là en fait. Si on doit changer vraiment de scénario, c'est maintenant. Ouais, si on doit commencer à paniquer un peu, je ne dis pas de manière pérenne, mais paniquer un peu, c'est maintenant, parce qu'en plus il y a tout le lockout, la phase où les boîtes américaines ne peuvent pas racheter leurs actions et communiquer leurs résultats. Donc si les taux se tendent, ça peut être maintenant. Si les marchés actions doivent partir à la baisse, c'est maintenant. Et si l'énergie doit connaître le gaz et autres qui est déjà un peu connu, c'est maintenant aussi. Si ça n'arrive pas, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le marché, il ne faut plus compter sur la baisse et ça repart direct là. Si on revient à la macro, Christophe, alors bon, Chine, attention, États-Unis, là aussi ça va être compliqué au T3, et c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a en zone euro, c'est qu'on est un peu décalé par rapport au cycle chinois et américain. Alors complètement, l'Europe a été décalée parce que la reprise a démarré un peu plus tard, parce qu'on a eu des mesures de confinement jusqu'au mois de mai, donc on a eu un redémarrage, mais le redémarrage a été assez fort et il a été plutôt constant et s'est maintenu tout au long du troisième trimestre. Donc on devrait d'ailleurs, c'est une des rares zones de pays développés où on devrait avoir une accélération de la croissance, donc T3 par rapport au T2, chiffre qui sera fin de semaine prochaine aussi. Mais globalement, il y a une bonne résilience. Alors ça s'explique essentiellement par une meilleure maîtrise de l'épidémie que partout ailleurs, comparativement à des pays développés. Donc peut-être parce qu'il y a eu des conditions climatiques favorables, mais aussi un taux de vaccination dans les principaux pays européens, donc France, Allemagne, Portugal, Espagne, qui est au-dessus de ce qu'on peut observer ailleurs. Donc on le voit très bien sur le graphique ci-dessous. Et on peut voir qu'aujourd'hui, ces zones-là, elles connaissent encore une situation plutôt favorable, alors que la même chose en Europe, si on prend la Lettonie aujourd'hui, ils ont réappliqué des mesures de restriction parce qu'ils ont des taux de vaccination qui sont proches mais inférieurs à 50%. Donc, qu'on le veuille ou non, ça a un impact et on a démarré tard en Europe, mais finalement, si on regarde la courbe, on a dépassé les États-Unis et on est largement au-dessus aujourd'hui. Donc ça a été plutôt le point un peu favorable. L'industrie du tourisme qui s'est relevée, les perspectives dans ce secteur-là qui ont été encourageantes. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette exception, cette résilience du T3 va se maintenir? La réponse, malheureusement, c'est que vraisemblablement pas du tout, pour, j'ai envie de dire, deux raisons. La première, c'est que l'Allemagne va connaître un gros ralentissement et même potentiellement une contraction à cause du secteur automobile. Secteur automobile, si vous regardez l'état du marché mondial, c'est plutôt une catastrophe. Si vous regardez le graphique sur la droite, donc c'est un proxy des ventes des principaux pays. Donc sur le mois de septembre, on est sur des baisses en rythme annuel de quasiment 20%. Qu'on a toujours une pénurie dans la partie semi-conducteurs. Or, les semi-conducteurs, vous l'avez sur le graphique en haut à gauche, sont de plus en plus présents dans chaque véhicule. Et pour la fin d'année, on attend une autre pénurie, donc c'est tout ce qui est autour du magnésium. Donc, magnésium, c'est utilisé dans tout ce qui est aluminium, etc. Donc boîte de vitesse. Et on s'attend, par exemple, les constructeurs allemands à une pénurie fin novembre. Donc ce qui rajouterait encore en plus au secteur auto et qui pourrait peser là-dessus, et vraisemblablement, c'est pour ça que je pense qu'on aura des révisions à la baisse en Allemagne. Et c'est d'autant plus probable qu'on a la problématique énergétique qui est plus forte en Europe qu'ailleurs, parce que problème de dépendance. Je vous ai mis les prix du gaz, mais c'est aussi valable avec les prix de l'électricité. Donc ça va plutôt toucher les entreprises, et on a... Si vous regardez ce qui se passe depuis la fin septembre, tous les jours, vous avez une boîte qui réduit sa production à cause de la remontée des coûts de l'énergie.
Et on a un phénomène de destruction de demande qui est assez visible maintenant depuis, on va dire, début octobre en Europe. Alors c'est ça la question. Oui, c'est de la demande perdue là. Alors là, c'est pas reporté dans le temps, non, c'est de la demande perdue, détruite. Il y a une partie qui sera perdue, une qui sera potentiellement rattrapée, mais le problème, là où c'est difficile à identifier, c'est qu'il y a la crise de l'énergie, d'une part, d'autres pénuries, d'autre part, et vous avez aussi le prix des matières industrielles qui est repassé quasiment au plus historique, si je ne dis pas de bêtises. Donc le tout combiné fait que les entreprises industrielles sont sous pression. Donc les pays dont la part du secteur manufacturier est élevée ont vraisemblablement des révisions à la baisse devant eux. Et il y a un autre point aussi assez intéressant, c'est que les pays très dépendants énergétiquement risquent de souffrir. Typiquement l'Espagne. L'Espagne met en place tout un tas de mesures aujourd'hui pour tenter de limiter la casse. Et on a vu qu'ils ont déjà été obligés d'augmenter les prix de l'électricité en début d'année. Donc on a potentiellement, sur la zone euro, un gros ralentissement au T4. Et on peut avoir des craintes pour cet hiver. Alors bien sûr, je pense que les gouvernements vont réagir. En France, on peut s'en douter avec des chèques énergétiques, mais est-ce qu'il y a une politique européenne? Et après, la vraie question, c'est sur un plan géopolitique, qu'est-ce qui se passe avec la Russie et sur plein de sujets différents. Donc, soit on est dans les négos, soit on ne peut pas. Donc, on verra bien, mais il y a clairement un risque que ça perdure. Et ce qui paraissait complètement fou il y a 2 mois, c'est qu'on peut, à un moment, dans certains endroits, ne pas avoir de gaz cet hiver. Blackout. À paramètre constant, en fait, à capacité constante, s'il y a un hiver froid en Europe, on peut, dans certaines zones, ne pas avoir de gaz. Donc je résume, des risques à la baisse sur la croissance, des risques toujours à la hausse sur l'inflation, et c'est dans ce contexte-là donc que les banques centrales vont s'engager dans la fenêtre de tir de normalisation de leur politique monétaire. Voilà, donc on a un cocktail, c'est pour ça que je dirais, l'attention est portée sur les banques centrales aujourd'hui, c'est dans un contexte de ralentissement de la croissance, de hausse de l'inflation. Qu'est-ce que les banques centrales vont faire? Aujourd'hui, si on cumule les deux, en fait, la croissance nominale est beaucoup plus forte qu'attendue. Donc, elles sont plutôt tendance à normaliser leur politique. Donc, ça va passer sur le non conventionnel par un ralentissement des rachats d'actifs. Donc, je vous ai mis en fait le bilan consolidé des banques centrales du G7 converti en dollars. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur de ce qui a été fait. Donc, plus de 10 trillions de dollars injectés depuis février 2020. Dans l'idée, on va vers une normalisation sur plusieurs pays. Le Canada a commencé à réduire ses achats d'actifs. Le Royaume-Uni le fera vraisemblablement. La Fed devrait les stopper, on va dire, à échéance mi-2022. Et la BCE va arrêter son programme exceptionnel fin du T1, même s'il sera remplacé en partie par autre chose. Mais globalement, sur le non conventionnel, voilà où on en est. C'est bien anticipé. Maintenant, la vraie question, c'est plus qu'est-ce qui va se passer sur le traditionnel? Donc je vais passer le cas du Royaume-Uni qui va relever probablement ses taux dès novembre. Oui, c'est une séquence assez spécifique au Royaume-Uni, à la Banque d'Angleterre. C'est pas du tout la séquence qui est privilégiée par la Réserve fédérale américaine, c'est ça? C'est ça. Et après, le Royaume-Uni a eu aussi son propre choc avant le Covid qui s'appelle le Brexit. Et qui paye vraisemblablement très cher parce qu'il y a des pénuries. Là, c'est plus de personnes. Donc on l'a vu sur le transport classique. C'est les pilotes d'avion, c'est dans l'hôtellerie, restauration, et donc on a des salaires qui augmentent de 7% par an, donc ce qui est largement au-dessus de tous les objectifs de la Banque centrale et qui fait qu'ils sont amenés à prendre des mesures quasi immédiates. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que va faire la Fed sans rentrer sur les autres banques centrales. Moi, mon idée, depuis maintenant quelques mois, c'est que la Fed peut relever ses taux 2 fois en 2022. Donc le deuxième relèvement de taux qui n'était pas forcément anticipé commence à l'être par le marché, mais je pense que tu en parleras peut-être un petit peu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'inflation a surprend à la hausse et va continuer de surprendre à la hausse pour 2 paramètres. Premier paramètre, c'est que le marché du travail est largement plus tendu que le suggère le taux de chômage. Ça a été redit d'ailleurs juste avant par Yannet Yellen. Et l'idée, c'est, si on prend le cas des petites entreprises, il y en a plus de 50% qui n'arrivent pas à trouver en fait, d'employés pour chaque ouverture de poste. Vous avez aussi une statistique que moi j'aime bien, donc qui est mon indicateur avancé sur ce graphique, qui est le quitting rate. Donc en fait, c'est le pourcentage de gens qui vont changer volontairement de job pour en prendre un autre. Il est au plus haut historique.
Et généralement, c'est un indicateur avancé à 2 trimestres, donc qui veut dire que pendant 2 trimestres, on a des salaires qui vont continuer d'accélérer. C'est ça, signal de confiance extrême dans la capacité à retrouver un job rapidement et mieux payé que celui qu'on quitte. Complètement, parce qu'en fait, l'écart entre offre d'emploi et nombre de chômeurs, il est 2 millions, mais 2 millions en faveur des offres. Donc c'est un marché du travail extrêmement tendu aujourd'hui. L'autre paramètre, c'est qu'est-ce qui se passe en fait avec des salaires qui montent sur la dynamique d'inflation. Alors moi je distingue la dynamique d'inflation en 3 parties. Le transitoire, donc qui est tout ce qui est secteur d'hospitalité, donc ça va être hôtellerie, billets d'avion, etc. Donc qui est réellement transitoire et qui se normalise, et dont les contributions étaient négatives août et septembre dans le CPI. Il y a une inflation dite transitoire avec effet, entre guillemets, tilt, effet mémoire. Donc, par exemple, dans l'auto, tous les constructeurs automobiles ont dit on ne remettra pas les mêmes discounts qu'avant cette crise-là. On gardera une marge supplémentaire. Donc ça veut dire que les prix sur l'automobile et les discounts pratiqués ne seront jamais les mêmes. Donc il y aura une inflation qui va rester, qui va se normaliser, mais rester. Et ensuite, l'inflation dite durable. Et aux États-Unis, c'est particulier parce que vous avez un phénomène spécifique sur les loyers. Pour bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis, en rythme annuel en septembre, on prend n'importe quel provider de données privées et vous dit les loyers montent de 10% sur l'ensemble du pays. Donc là, je vous ai mis le pire d'entre eux, donc c'est Apartment List, c'est quasiment 15%. Mais globalement, ce que ça vous dit, c'est que ces indices-là ont un temps d'avance sur la construction des indices traditionnels, donc CPI, Personal Consumption Expenditures, et que généralement, ils ont 4 à 6 mois d'avance. Or, la trajectoire nous dit aujourd'hui qu'on va avoir une accélération du prix des loyers. Et si on prend le dernier CPI qui a été publié, c'est ce qu'on a vu, c'était la plus grosse progression sur certaines composantes. Et donc ça, tu dis, Christophe, quand on déclenche ce genre de phénomène, c'est lourd. C'est des tendances lourdes qu'on n'arrête pas comme ça en quelques mois. C'est lourd parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière la hausse des loyers aux États-Unis. Et c'est particulier, propre aux États-Unis sur certains angles. Pourquoi ça monte aujourd'hui? C'est qu'il y a l'effet barrière à l'entrée avec les prix. Les prix sont montés de 20% en rythme annuel. Donc déjà, les prix sont extrêmement élevés pour les nouveaux acquéreurs. L'autre problématique, entre guillemets, elle est démographique. C'est-à-dire que le cohort des 25-34 ans, c'est le plus gros jamais enregistré qui arrive sur le marché. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus endettés qu'ailleurs à cause des prêts étudiants. Donc ils vont être beaucoup plus amenés à louer que d'autres. Il y a l'effet rattrapage avec pendant un an des personnes qui sont restées chez eux et qui sont restées chez leurs parents. Il y a l'effet, ça peut faire rire aussi, divorce, mais ça a créé beaucoup plus de ménages. Donc le tout combiné fait qu'il y a un rush. Et en même temps, aux États-Unis, vous avez tous les fonds de pension qui rachètent des quartiers entiers pour relouer 10% plus cher. Ok, donc il y a tout le cocktail en place pour que les prix de l'immobilier, à travers les loyers, dans les mesures d'inflation, continuent d'être des contributeurs lourds et positifs sur l'inflation. Parce qu'il faut qu'on avance. Du coup, en termes de normalisation de politique monétaire, qu'est-ce que ça donne dans ton scénario, Alexandre? Alors, le scénario de marché, déjà, en l'occurrence. C'est l'illustration de ce que une partie du marché, en tout cas, pas tout le marché, mais une partie du marché, ce qu'on appelle les Future Fed Funds, donc, qui représentent en gros le coût de ce que le marché price, du devenir des taux interbancaires. Donc, c'est pas tout le marché, mais on voit quand même un pricing agressif, on peut le dire comme ça, un changement de cap agressif d'un marché qui considérait que les taux pouvaient rester stables jusqu'au moins fin 2022 et peut-être un premier redressement de taux en décembre 2022. Et on se rend compte que depuis 3-4 semaines, et ça correspond d'ailleurs un petit peu avec la phase où les marchés actions US ont commencé à lâcher un petit peu, l'Europe aussi, où le marché s'est dit, en tout cas celui-ci, ça va remonter plus vite que prévu. Et ça soulève des questions parce que le rythme du tapering pour l'instant, on l'imagine à peu près, le marché l'imagine entre 10 et 15 milliards par mois, donc ça va démarrer novembre et ça va nous amener normalement peut-être juin, fin juin, peut-être début juillet. Si une partie du marché commence à pricer ça, c'est-à-dire que voilà, ça c'est pour l'échéance de juillet, donc la réunion de juillet, ça veut dire que le tapering risque d'être plus rapide, peut-être du 20-25 milliards par mois, donc peut-être sur 5 mois tout juste, 6 mois, pour avoir le temps de se laisser 2-3 mois avant une hausse de taux. Et donc ça, c'est pas normalement dans le scénario de base du marché. Donc le risque, il est qu'à un moment donné, les taux repartent un peu plus fortement à la hausse et que le marché action, notamment la poche la plus sensible normalement, qui est la poche des valeurs de croissance, disent, parce que les taux réels se redressent, attention, petit risque quand même de volatilité en vue. Donc c'est vrai que ça, pour l'instant, on voit que c'est pas trop suivi d'effet sur le marché obligataire. Les taux US, ils montent tranquillement, mais il n'y a pas de panique du tout. Et le marché action, on le voit, le VIX qui retombe à 15, le S&P qui est à moins d'1% de son sommet historique. Il n'y a pas de stress pour l'instant. Voilà. Donc il n'y a qu'une partie du marché qui considère qu'il y a un risque d'un durcissement monétaire à venir. Vous voyez le taux 10 ans américain, 1,6.
dans une économie normale, sans intervention des banquiers centraux, on devrait déjà être largement de 2%, même 3%. On est toujours à 1,6. Donc, ce qui est sûr, par contre, c'est que le bottom est en place. La question ne se pose plus. Voilà, le bottom, il est là. On n'aura jamais retouché des niveaux, à moins d'avoir des récessions, des choses abominables. Mais les 0,4 ou 0,6%, c'est terminé. On va plutôt se diriger dans les semaines et les mois qui viennent à 2%. La question, c'est, tout à l'heure on disait avec Grégoire, voilà, si accident c'est maintenant, si le pétrole flambe, si la Russie effectivement va au conflit avec l'Europe pour mettre en route son gazoduc et que l'Europe ne veut pas, etc., c'est là qu'on peut avoir des accidents sur l'énergie et donc des taux, par répercussion aux États-Unis aussi, qui commencent à attaquer les 1,8 et très vite en fait. Donc une sorte de mini-stress obligataire, court terme, qui là peut amener effectivement une vague de vol un peu plus importante sur le marché action. Si on imagine là, que, alors sans parler de crack obligataire, mais qu'on va aller se recaler sur le 10 ans américain entre 1,80 et 2%, c'est un territoire connu quand même, Oui, hein, je veux dire, on a vécu avec. Sur le marché action, qu'est-ce que ça implique comme type de risque éventuellement, Alexandre? On essaie, alors on va le voir un petit peu sur les indices après. Moi je regarderais plutôt vers les indices sensibles normalement à la question des taux. Alors, le Nasdaq, moi je le cite souvent, il monte d'abord et avant tout parce que les boîtes qui le composent sont des bijoux très rentables. Donc il y a d'abord le free cash flow et leur rentabilité. Ensuite, il y a quand même un effet booster depuis plusieurs trimestres maintenant, c'est l'affaissement des taux. Quand vous avez des taux bruts US à 1,5 ou 1%, quand vous déduisez l'inflation, vous êtes largement négatif, eh bien, il n'y a pas 36 possibilités. Vous n'allez pas perdre de l'argent à court terme. Si les banquiers centraux vous rassurent, vous allez sur le marché action et jouer donc un effet TINA. Donc, il n'y a pas d'alternative, donc je vais prendre ce qui peut me rapporter. Et là, si effectivement l'énergie remonte un peu vite et les taux un peu vite et que les banquiers centraux, hier on a vu Waller par exemple, c'est pas celui qu'on écoute le plus à la Fed, mais qui nous dit que son scénario commence à changer, un shift dans le scénario où il pense qu'effectivement les prix sont partis pour monter de manière un peu plus durable. Voilà, c'est ce genre de message, si on l'entend une fois, deux fois, trois fois, puis que le grand patron le dit aussi, si Jérôme Powell commence à employer ces mots, c'est là qu'on devrait avoir des réactions normalement un peu exacerbées. Donc le risque en fait pour le Nasdaq, tant qu'il est au-dessus de cette zone technique, ça va, tout va à peu près bien, même très bien. Si on revient au contact une deuxième fois, même une troisième, on l'a tapé quasiment 2 fois, et que les taux montent au même moment, c'est là très probablement qu'on peut avoir des stress. Moi, je verrais bien un retour à 13 000. Donc, c'est pas monstrueux, c'est pas des 30 ou 40%, mais ce serait, vous voyez, la dernière vague de hausse, mai jusqu'au mois d'août, on reviendrait vers des 13 000, donc on lâcherait un peu plus de 10% sur le Nasdaq, 10 à 15%. Si les banques centrales, alors au-delà de tous les fondamentaux qu'elles regardent aussi la stabilité financière, la stabilité des marchés, qu'est-ce qu'elles voient aujourd'hui, Alexandre? Qu'elles ont bien bossé, ouais. et que les messages qu'elles ont envoyés au marché ont été très bien reçus, parce qu'il y a eu quelques répliques octobre ou autre, mais c'est pas bon, c'était 35, 40, mais ça n'a pas duré très longtemps, et surtout avec la volatilité d'avant-crise, elle était aux alentours de 12, donc au niveau normal, 12, 15, 10, c'est déjà des niveaux de très très grande confiance. Quand le marché est confiant, sans excès de confiance, il y a une vol qui évolue en moyenne à 12, 15. Donc on est revenu dessus en fait, quasiment sur ce niveau pré-Covid. J'ai mis juste volontairement, vous voyez, une espèce de petit bottom, c'est-à-dire qu'on a quand même eu un peu ça à un moment donné, vous voyez, un bottom, ça commence à accélérer un petit peu sur les thématiques énergie ou autres. Et ça a été cassé assez vite, il n'y a pas eu de gros stress, le S&P a lâché 6, 7%, pas très dangereux. Voilà. Donc la question que je me pose quand même aujourd'hui, je mets un gros bémol, mais qui selon moi dépend que de l'énergie des taux. C'est-à-dire je ne peux pas vous dire, je suis certain que le VIX si le pétrole fait plus 5, plus 10 $ et le gaz monte aussi et les taux suivent, et qu'on a un ou deux messages de la Fed qui ne vont pas dans le bon sens, mais qui sont obligatoires, c'est là que le VIX peut rebondir assez vite, 28-30. Voilà. Il y a un endroit sur les marchés où la volatilité a été complètement absente là, depuis 18 mois, c'est sur les devises. Oui. Donc parce que tout le monde a fait la même chose en même temps, on l'a beaucoup expliqué, les banques centrales ont agi de concert, avec la même amplitude, la même réactivité, etc. Maintenant qu'on est dans une phase où chacun va choisir ou chercher sa meilleure stratégie pour sortir de sa politique monétaire, est-ce que là, ça peut ramener de la volatilité sur les devises, Alex? Alors sur les devises, en tout cas, le marché depuis plusieurs mois, il joue déjà le fait que la Fed va durcir le message un peu avant la BCE. L'euro qui a baissé par rapport au dollar, et globalement le dollar qui est monté, le dollar index qui a grimpé, c'est-à-dire le dollar par rapport à la livre, au yen, etc. Pardon, c'est déjà un pricing de ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, avec les bilans, alors, en taille de PIB, c'est un peu différent quand même, mais il n'y a pas eu d'écart phénoménal dans le timing des banques centrales. Elles ont toutes démarré à peu près au même moment et la croissance est faite de manière assez régulière. C'est très différent, vous voyez, de la phase qu'on a connue entre 2013 et 2017 où le bilan de la Fed avait continué à grimper, celui de la BCE commence à diminuer un petit peu, et puis après la BCE a lancé son fameux quantitative easing en 2015, et là on voit la divergence forte. Le bilan de la BCE progresse,
donc pression sur l'euro forte, alors que la Fed est flat et va même voir son bilan baisser. Et ça a une conséquence, regardez ici, si je ne me trompe pas avec le pointeur, voilà, cette divergence où il y avait vraiment une banque centrale qui normalisait et l'autre ou en tout cas l'autre qui commençait son QE, c'est des grosses pressions sur l'eurodoll. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Vous voyez, moi, j'imagine pas qu'on puisse avoir ici un décrochage violent de l'euro par rapport au dollar parce que les problématiques de normalisation, les deux banques centrales les ont. Elles seront un tout petit peu décalées peut-être de quelques mois, peut-être un trimestre, mais même la BCE a commencé son recalibrage, alors c'est très light pour l'instant, c'est même imperceptible, mais il y a quand même une volonté de le faire et la Fed va le faire. Donc je pense vraiment qu'on est sur des niveaux où il n'y a pas de risque d'une flambée du dollar. Je verrais plutôt bien plutôt une normalisation médiane, 1,20, 1,25. On arrive quand même de 1,24, on est tombé à 1,15, c'est déjà un bon pricing, alors que, encore une fois, la normalisation ne devrait pas être si différente que ça, un peu plus vite du côté de la Fed, mais la BCE va devoir normaliser aussi. Bon, on a beaucoup parlé de risques négatifs. Si on arrive à grimper le mur des craintes, là, comme on dit sur les marchés, est-ce qu'il y a un risque toujours à la hausse quand même sur les indices? Complètement. C'est bien ça le message. Hein. C'est que parfois on peut penser que le message qu'on véhicule à court terme est un peu négatif parce qu'on cite beaucoup de risques. Tout dépend de Vous êtes payé pour regarder les risques quand même sur les marchés. Voilà. Hein. Enfin, je veux dire, c'est dans la nature des analystes, des économistes, d'être attentif aux risques. Exactement. Et quand il faut être pessimiste, on l'est. Je l'ai été pendant pas mal de temps. Et quand il faut être optimiste, il faut l'être. Et c'est vrai que je vais faire très très vite. Mais tout à l'heure, Christophe parlait de la question des puces, dans les équipements automobiles. C'est vrai que quand on regarde le stock 600 auto, par exemple, l'indice stock 600, pour l'instant, il avait bien remonté la crise, hein. Il avait dépassé, il était revenu sur ses niveaux en fait pré-Covid, alors que le marché n'était pas normalisé. Là, ces questions de puces, il les connaît depuis déjà pas mal de temps maintenant. Pour l'instant, ça latéralise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a un peu Renault, etc. Mais l'indice global européen automobile, il est plutôt latéral depuis plusieurs mois. Donc, pour l'instant, il encaisse pas trop mal ça. Et or ça, c'est un gros risque, hein. C'est un risque pour les marges, pour tout ce qu'on veut. Malgré l'accumulation de mauvaises nouvelles, finalement, ça tient plutôt bien. Ça ne lâche pas. Et c'est plutôt normal parce qu'on voit un indice qui a pris de l'avance et qui finalement maintenant se cale sur le rythme, mais peut-être encore un petit peu trop optimiste, mais il n'y a pas de drame en tout cas sur l'indice stock 600 auto. Donc les indices à risque comme ça, ils ne lâchent pas trop. Et si on regarde les indices comme le CAC, moi encore une fois, je pense que le risque, c'est des risques là de semaines à peut-être fin d'année, un peu début d'année prochaine, mais je ne vois pas le CAC, ça j'en parle tous les jours dans le market live, donc on ne va pas faire trop long, mais vous voyez, il y a des zones techniques que le marché vient un peu travailler, il rebondit, il se rapproche des sommets. Moi, je vois bien, encore une fois, c'est un peu large comme zone, mais le risque, il est cantonné, selon moi, entre 6009 et 6100. Alors, le day trader va dire, c'est monstrueux, c'est une fourchette de 800 points, mais un investisseur moyen terme, 800 points de drawdown, c'est pas la fin du monde sur un indice comme le CAC, c'est du 10-12%. Après un rallye où on part de 3008 et on est monté à 7000 en ligne droite quasiment, se dire qu'on peut un petit peu latéraliser dans une fourchette de 800 points, c'est pas. Donc, mon scénario est là, en fait. Le pire, ça va taper un peu si l'énergie, etc., ça retombe à 6003, peut-être 6002, peut-être au pire, vraiment le pullback sur l'ancien sommet pré-Covid, ça peut peut-être le faire sur un vrai stress énergie ou autre, sinon on reste cantonné là-haut, on latéralise et on sort par le haut, et tous les indices européens, les gros, l'Eurostock 50 ou autres, ils ont la même allure en fait, hein. Là c'est du hors dividende, mais on voit bien qu'il y avait une zone de consolidation. Oui, elle n'est pas très plane, mais c'est une zone sans tendance pendant plusieurs années. L'erreur, on va dire, de casting, c'est le Covid. Ça sort brièvement là-dessous et après on ressort là-haut. Si vous voulez. Il n'y a pas de raison qu'on tombe là. Au pire, ça pull back sur la zone. Au pire, ça revient un peu dedans. Bear trap, on rentre un petit peu dans la zone, mais pas plus que ça. Donc c'est optimiste. Ça veut dire que derrière, il faut cibler des 4000. Il faut dire, Alexandre aussi, enfin moi, il y a beaucoup de gérants. Les 6100 points, là, c'était le top de marché avant la crise Covid sur le CAC. Beaucoup attendent, beaucoup se disent, on aimerait bien que ça revienne. Alors 6250 ou 6100 points, c'est les derniers gros points bas qu'on a eu. Ils aimeraient bien revenir sur ces niveaux-là. Les poches de cash, l'étude Bank of America qui le montre, les poches de cash des gérants sont plus haut de 12 mois. Alors, ça a toujours deux conséquences. Soit, effectivement, les gérants ont mis du cash de côté par prudence et le marché part sans eux. Ils commencent à casser les résistances et donc là, c'est le FOMO. Les gérants arrivent et mettent du charbon dans la chaudière. Soit, effectivement, ils ont eu raison. Et le marché va leur donner raison en lâchant 5-6% de plus et ils rentreront à ce moment-là sur des pullbacks. On l'a vu du CAC à 6100, 6002. Là, ça rentrera très probablement dans le marché. Donc là, on est effectivement un petit peu entre deux chaises où les gens disent bon, 7-8%, c'est pas mal. J'aurais pu aimer avoir peut-être un 10-12. Voilà. Et on sent qu'on n'y est pas. Et c'est ça qui fait qu'on entre dans une crête. C'est que tout le monde est prêt à redégainer très vite si ça repart parce qu'on ne veut pas rater. On voit bien les patterns, là, ils sont aussi. Hein. Donc si ça sort par le haut, on ne voit plus les niveaux. L'ancien sommet du rectangle de consolidation, on ne le voit plus, c'est terminé. Donc soit on y va maintenant, court terme, semaine qui arrive, soit c'est fini et on continue de monter, 4006. Donc les gérants, ils sont face à un dilemme, mais l'investisseur particulier, en trading, c'est une chose, on le voit toujours dans le market live, donc on fait des choses plus pointilleuses et plus précises dans le market live, mais un investisseur sur 12 mois, 18 mois, 24 mois, ça c'est bullish, hein, c'est pas baissier comme scénario. Bon,
Rendez-vous dans le Market Live demain alors, Alexandre? Voilà, tous les jours. C'est ça. Tous les jours 11h, 12h. Ouais. Vincent aussi, Vincent Bois, donc vous avez vu tout à l'heure pour la partie crypto, qui fait aussi de la... Lui, il fait plus les entreprises. Hein. Moi, je fais plutôt la partie globale macro et indice. Lui, il fait plutôt la partie entreprise. Donc lui, c'est le mardi, mercredi, jeudi à 16h. Et moi, c'est tous les jours de 11 à 12. Plus maintenant, une petite nouveauté, un podcast hebdo où on récapitule la semaine et on se projette pour voir les enjeux de la semaine suivante. Et Christophe Baron vous retrouve sur les réseaux. Hein. Vous êtes très présent sur Twitter, vous publiez, tous vos insights et tous vos commentaires macro sont disponibles, voilà, notamment sur votre fil Twitter. Christophe Barraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Market Securities, chef économiste de Market Securities. Alexandre Bardet, chef analyste d'IG pour cette présentation qu'on peut applaudir, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Voilà, le marathon de la nuit du trading se poursuit autour d'un verre. Et nous, on va vous laisser tranquille. Les experts d'IG, évidemment, pourront répondre à vos questions. Et la vidéo sera à retrouver. Enfin, toutes les conférences ont été captées. Donc, les vidéos seront à retrouver en replay sur les réseaux d'IG. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.